Alors, normalement, là, ça devrait être en plein écran. Oui, c'est tout bon. C'est tout bon? OK. Bon, eh ben alors, on va démarrer. Donc, est-ce que les étudiants peuvent poser des questions oralement ou ils les posent plutôt par écrit? Bah, si vous avez le chat, c'est pas mal parce que ça interrompt moins, on va dire. Mais si c'est compliqué pour vous de tout suivre, ils en poseront quelques-unes à l'oral. Ce qu'il y a, c'est que c'est un Alors, peu plus long, donc il faut quand même pas perdre de temps, quoi. Et sinon, ouais. donc, vous avez accès au petit chat ou pas, Ben, c'est Francis? ce que je suis en train de regarder là sur Si vous cliquez sur l'icône, il va s'afficher sur le côté normalement. sur l'icône, sur l'icône, sur Il y a l'icône. la petite barre d'outils en bas, ou parfois en haut, mais en bas, vous Oui, savez. mais plus, là, il y a marqué discussion, Voilà, réaction. Ça doit être discussion, je pense. ouais, c'est ça. Voilà. Elle Top. s'affiche sur le côté. Vous passez après en plein écran, comme ça, vous l'aurez sur le côté. Voilà. Voilà. Alors sinon, de toute façon, il y a en général Xavier est là, il peut D'accord. aider. Enfin, il y a les étudiants, ils peuvent vous aider s'il y a besoin sur des choses. OK. Bon, alors, donc on y va. C'est parti. Donc, c'est chargé, hein. C'est très chargé. Euh, et on va. Alors là, j'ai commencé. Voilà. Donc, on rentre immédiatement dans le vif du sujet, hein. Donc, c'est des révisions intensives. Donc, je vais essayer d'aller au plus utile et au plus important pour chacune des pathologies qui sont couvertes. Euh, Vous avez le COFER également tous. Donc, du coup, vous savez ce qui est indispensable à connaître, ce qui est pour un peu plus spécialisé, etc. Il se peut parfois que j'en dise trop par rapport à ce que vous devez savoir, mais quelquefois, c'est simplement pour aider à la compréhension, même si, évidemment, vous, je crois, avez à suivre ce qui est noté en noir, bleu ou rouge dans le COFER. OK? Bon, alors, pour ce qui est des problèmes du rachis, première chose, c'est pas pour vous les couleurs. Ok, d'accord. Bah alors, dans ces cas-là, vous avez. Oui, je sais que vous êtes encore avec l'ancienne formule pour cette année, mais il me semblait que il y allait quand même y avoir une certaine attention de telle sorte que ça n'aille pas quand même trop dans la spécialisation. Bon, enfin, ça, c'est une autre problématique. Moi, je vous donne les messages principaux pour chacune des pathologies. Euh, pour ce qui est des rachialgies, évidemment, les deux réflexes, c'est premièrement, est-ce qu'il y a une complication neurologique qui imposerait un traitement chirurgical en urgence? Deuxièmement, est-ce qu'on est dans le cadre d'une rachialgie commune, c'est-à-dire ce qu'a 90% ou 95% des gens quand ils viennent vous voir pour un problème de dos, ou bien est-ce qu'il y a un signal qui va faire que ça va vous faire évoquer quelque chose d'autre, et c'est ce qu'on appelle les drapeaux rouges. Alors, cela, ça a des conséquences puisque en fonction du signal ou pas, signal rouge ou pas, eh bien, vous proposition HAS. D'autre part, qui dit mal dans le dos, ou plus exactement en termes médicaux, mal au niveau lombaire, si on parle du bas du dos, eh bien, le réflexe, c'est est-ce qu'on est face à une pathologie rachidienne ou extra-rachidienne? Pour ça, c'est très simple. Pour savoir, cliniquement, c'est le syndrome rachidien. Est-ce qu'il y a une raideur rachidienne ou pas? Si vous avez une raideur rachidienne, dans ces cas-là, l'origine est rachidienne. S'il n'y a pas de raideur rachidienne, attention, ça peut être une cause extra-rachidienne, c'est-à-dire viscérale ou vasculaire, un anévrisme de l'aorte, je ne sais pas, des adénopathies rétropéritonéales qui nécrosent, enfin autre chose qui soit pas d'origine rachidienne. Donc, la première chose qu'on fait quand on examine un patient avec une pathologie rachidienne, c'est la recherche d'un syndrome rachidien, c'est-à-dire une raideur rachidienne. Vous le recherchez comme vous voulez, vous avez tous les signes cliniques qui sont notés dans le COFER, l'indice de Schaubert, enfin peu importe, tout ce qui est en rapport avec la raideur rachidienne. Alors, les messages clés maintenant.
Euh, le syndrome rachidien, ah oui, juste je réponds à la question, est-ce que le syndrome rachidien, c'est uniquement la raideur? La réponse est oui. Ce qu'on appelle syndrome rachidien, c'est raideur rachidienne. Gardez ça en tête. Message clé, donc, vous les avez là, c'est les messages de l'HAS. Je ne vais pas tout rappeler, mais en tout cas, gardez à l'esprit que quand il n'y a pas de drapeau rouge, on verra ce que c'est, quand il n'y a pas de drapeau rouge, alors il n'y a pas d'indication à faire une imagerie dans le cas d'une poussée aiguë de lombalgie, hein, qu'il y ait ou non une radiculalgie. Ça, c'est une question classique concernant l'imagerie. Pas d'intérêt si jamais vous n'avez pas de drapeau rouge. Le traitement, c'est l'activité physique, vous verrez ça un peu plus loin aussi, et tout ce qui compte quand on est face à une lombalgie commune, c'est d'éviter le passage à la chronicité, et d'où des critères qui permettent de savoir si on a des facteurs de risque de chronicité. Et ça, c'est vraiment fondamental. Il ne faut pas que ça dépasse les 3 mois. Alors, voici les fameux drapeaux rouges. Donc ça, c'est vraiment à retenir. La douleur de type non mécanique, donc une douleur qui n'est pas uniquement diurne, s'aggravant au cours de la journée, mais une douleur qui réveille la nuit, qui est d'installation progressive, qui est présente au repos. Donc, tous ces signaux-là, c'est un drapeau rouge. Si jamais vous avez évidemment un symptôme neurologique, si vous avez un déficit qui vous fait évoquer un syndrome de la queue de cheval, évidemment, c'est un drapeau rouge, hein. Ou bien si vous avez un déficit moteur important au membre inférieur, c'est un drapeau rouge. Donc, tout ce qui est des signes neurologiques, eh bien, ça va être signe neurologique de type moteur, ça va être un drapeau rouge. On va revenir sur le déficit moteur un petit peu plus loin pour savoir ce que ça veut dire, un déficit moteur important. Ensuite, évidemment, s'il y a un antécédent de cancer, ça va être un drapeau rouge. S'il y a de la fièvre, également si c'est un âge moins de 20 ans ou supérieur à 55 ans. Alors, quand on dit ça, c'est le premier épisode pour un âge supérieur à 55 ans, surtout un premier épisode. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais eu mal au dos et qui vient vous consulter à 60 ans pour la première fois parce qu'il y a une douleur rachidienne, ça, c'est un drapeau rouge, hein. Après, évidemment, après, il y a toutes les nuances. Quelqu'un qui fait des épisodes de lumbago à répétition depuis l'âge de 35 ou 40 ans, et c'est le 20e, et il vient vous voir à 56 ans, bon, c'est peut-être pas un drapeau rouge dans ces cas-là. Mais enfin, retenez que pour le concours, vous n'avez pas à vous poser de questions. Un âge d'apparition inférieur à 20 ans ou supérieur à 55 ans, c'est un drapeau rouge. Une altération de l'état général aussi, évidemment, ça va être un drapeau rouge. D'accord? Antécédent de cancer actif ou traité, peu importe. Tout antécédent de cancer, c'est un drapeau rouge. On peut très bien faire pour le cancer du sein une première métastase osseuse alors que ça fait 15 ans que la personne n'a plus entendu parler de son cancer du sein, hein. Donc, il y a certains cancers qui peuvent avoir des localisations secondaires très tardivement. Bon, c'est peut-être pas vrai pour tous les cancers, mais retenez qu'un antécédent de cancer, quel qu'il soit, eh bien, c'est un drapeau rouge. Ça veut dire vous devez au minimum vous poser la question. Alors, vous avez également les drapeaux jaunes, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, pour éviter les passages à la chronicité. Je ne sais pas si vous devez les connaître dans le détail, mais simplement sachez que autant les drapeaux rouges, vous devez vraiment les connaître par cœur, autant les drapeaux jaunes, simplement sachez que l'objectif, c'est d'éviter le passage à la chronicité. Ça, c'est un point indispensable à savoir, que pour ça, les spécialistes ont quelques indicateurs. Et voilà. Mais en tant que généraliste, pour un généraliste, lui, ce qu'il doit savoir, c'est qu'il ne doit pas laisser traîner une lombalgie, même commune, si jamais elle traîne déjà depuis plusieurs semaines. Il faut éviter le passage à la chronicité, c'est-à-dire au-delà de 3 mois.
les drapeaux bleus, les drapeaux noirs, pas certain non plus que vous ayez à les connaître par cœur, mais sachez qu'il existe des facteurs pronostiques pour tout ce qui concerne le risque d'arrêt de travail, hein, d'arrêt maladie à cause de ça. Et les drapeaux noirs, c'est plus de la santé publique. Mais à mon sens, ce que vous devez absolument connaître, c'est les drapeaux rouges. Pour ce qui est des traitements, donc l'HAS également a émis des recommandations en ce qui concerne les traitements, et vous voyez qu'on insiste beaucoup sur les traitements non médicamenteux. En particulier tout ce qui est ce qu'on appelle en anglo-saxon le self-efficacy, c'est-à-dire l'autogestion. Donc ça, c'est vraiment un traitement de première intention, ainsi que l'activité physique et la kinésithérapie. Donc, vous voyez les modalités sur la droite. En gros, hein, pour faire très simple, activité physique, activité physique, activité physique, faut bouger. C'est peut-être que vous avez suivi la campagne de l'assurance maladie sur le fait qu'il fallait bouger. Vraiment, c'est le traitement de première intention, c'est de bouger. Pourquoi? Parce que, eh bien, quand on a mal, quand on a des lombalgies, eh bien, on a plutôt tendance à imaginer que le repos va faire du bien parce qu'on a mal. Alors évidemment, quand on est en pleine poussée aiguë, c'est difficile d'aller dire à quelqu'un d'aller bouger. Mais ça n'empêche que le risque, c'est le cercle vicieux. On a mal au dos, on bouge moins. Et quand on bouge moins, on sait que ça accentue le problème de la lombalgie. Donc voilà, ça c'est un élément absolument crucial pour le traitement non médicamenteux. Bon, en deuxième intention et troisième intention, moi, à mon sens, ce que vous devez vraiment absolument garder à l'esprit, c'est en première intention l'éducation, l'activité physique, la kinésithérapie. OK? Alors, pour ce qui est des traitements non médicamenteux, eh ben, en gros, il n'y a pas grand-chose qui marche. Vous voyez que le paracétamol peut être utile à visée symptomatique pour traiter la douleur, mais en pratique, c'est rarement efficace. Que deuxièmement, les anti-inflammatoires, eh bien, c'est peu efficace également dans ces problèmes de lombalgie. Chez certains patients, parfois, ça peut être efficace. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on le tente quand même. Mais attention à la balance bénéfice-risque et on reviendra plus tard dans l'exposé sur les complications ou effets indésirables des anti-inflammatoires. Tout ce qui est seconde intention, c'est vraiment à éviter. Les opioïdes, c'est à éviter. Les antidépresseurs, c'est pas indiqué en cas de poussée aiguë. Ça fait partie plutôt du domaine des spécialistes. Et donc, gardez vraiment à l'esprit le traitement des problèmes de lombalgie commune, c'est le non médicamenteux et éventuellement un petit peu d'anti-inflammatoire, un petit peu de paracétamol. Alors, je vais répondre aux questions que vous avez mis dans la boîte là à droite. J'arrive. Est-ce qu'un âge, donc douleur thoracique, c'est tout le rachis thoracique, la réponse est oui. Est-ce qu'un âge supérieur à 55 ans avec aucun autre drapeau rouge est une indication à l'imagerie rachidienne? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. À partir du moment où c'est dans le cadre d'un âge supérieur à 55 ans, c'est un drapeau rouge, donc on ne se pose pas la question. Après, je vous ai dit, en pratique, il y a des nuances, mais vous devez garder que ça à l'esprit. Deuxièmement, quelle est la place des myorelaxants? C'est nul, c'est-à-dire il n'y a aucune place pour les myorelaxants. Les techniques manuelles, c'est quoi par rapport à la kinésithérapie? La kinésithérapie, c'est faire en sorte que les patients soient actifs, donc de les faire bouger, de faire de la contraction musculaire, de faire de la mobilisation musculaire. Donc, c'est faire en sorte que le patient soit actif par rapport aux techniques. Les techniques manuelles, c'est faire de la manipulation vertébrale. Le patient, il est inactif et c'est vous qui allez faire bouger les différents éléments. Et ça, c'est pas indiqué. Donc, les massages,
bon, c'est un petit peu de papouille, pourquoi pas, ça fait pas de mal. Mais au bout du compte, c'est pas ça le traitement. Le traitement, c'est la kinésithérapie, c'est-à-dire faire en sorte que on explique au patient comment il peut bouger. C'est faire en sorte qu'il y ait du renforcement musculaire, c'est faire en sorte qu'il y ait de la rééducation proprioceptive. Donc, c'est des techniques que les kinés connaissent bien et c'est la science du mouvement. Et c'est le patient qui va travailler, qui va être actif. OK. Kiné, si et seulement si supérieur à un mois, alors on dit habituellement qu'effectivement, on attend que la poussée aiguë soit rentrée dans l'ordre avant de pouvoir débuter la kiné. Donc, le délai de un mois, je ne sais pas s'il figure tel quel dans le COFER. S'il y figure, bah, vous apprenez ça. Mais vous retenez que la kinésithérapie, donc vraiment faire en sorte que le patient soit actif, on préfère que ce soit un petit peu à distance de l'événement aigu, même s'il y a un article dans une très grande revue réputée qui peut-être remet un petit peu en question ce dogme et qui pourrait laisser suggérer que même en période aiguë, on pourrait faire un petit peu de kinésithérapie. Mais vous, gardez à l'esprit que, en général, c'est plutôt un petit peu à distance. Donc, on ne coche pas de kiné pour un premier épisode de lombalgie commune. Je n'ai pas dit ça. Pour un premier épisode de lombalgie commune, eh bien, ça fait partie du traitement de première intention à distance. Alors, évidemment, si c'est une lombalgie aiguë, commune, qui rentre dans l'ordre complètement et le patient il est totalement asymptomatique, on va plutôt privilégier l'éducation thérapeutique. Et si s'il y a kiné, c'est plutôt que le kiné va faire de l'éducation thérapeutique. Hein. Mais voilà, je pense que ça ira pas dans cette précision-là. Il n'y a pas de drapeau bleu, ce sont des drapeaux noirs, on doit les apprendre séparément. Bon, voilà, moi, je vous ai montré un peu les différents drapeaux de la HAS. Retenez les drapeaux rouges. À partir de quand doit-on prescrire la kiné? Voilà, ben, j'ai répondu à la question. Quelle est la place de la ceinture lombaire dans le traitement symptomatique? Et de moins en moins de place. Il y a quelques années, on le mettait systématiquement. Désormais, c'est un peu anecdotique. Si pour le patient, il se sent mieux avec une ceinture, eh ben, il peut la mettre. On dit que ça ne démuscle pas, mais ça ne fait plus partie maintenant de notre arsenal systématique thérapeutique. L'arsenal thérapeutique, c'est ce que vous avez dans les recommandations HAS. Les myorelaxants n'ont pas de place dans les rhonchialgies, non plus dans les lomboradicalgies, aucune place nulle part. Et c'est pour ça que l'HAS ne précise rien, c'est parce que ça sert à rien. Pour la kiné, en effet, il y a écrit si chronique ou facteur de risque de chronicité. OK, bon, bah, je vous ai dit si chronique. Je vous ai dit ce que j'en pensais. Aucune place pour les radios avant l'IRM si une imagerie doit être réalisée. Effectivement, alors ça, je crois que j'en parle un petit peu après. Alors, on va y venir après par rapport à ça. Mince, c'était là. Donc, voilà la fiche mémo sur les diagnostics. Donc, vous aurez le diaporama. On n'a pas le temps de tout détailler. Ce sera dans le diaporama. Vous avez la fiche mémo pour, premièrement, la poussée de lombalgie aiguë et, deuxièmement, ensuite, la fiche mémo, si jamais ça veut bien passer, toc, ça passe pour la lombalgie chronique et ça correspond un petit peu à ce que je vous ai dit avec peut-être un petit peu plus de précision, hein, mais voilà ce qu'il faut retenir. OK, hein, désolé, peut-être un peu de frustration que je ne puisse pas aller plus dans le détail, mais vous aurez les détails. Voilà. Mal de dos, le bon traitement, c'est le mouvement. La lombo-sciatique par hernie discale. Donc, très important, sachez bien vos métamères. Hein. C'est quoi le L3, le L4, le L5, le S1, tout ça, c'est hyper important. C'est un grand classique, hein, voilà, dans les questions. Les muscles qui sont concernés, bon, bah ça, hein, voilà, on ne refait pas le cours. Hein, ça, vous l'avez, mais c'est à bien connaître.
Ce qui est à bien comprendre également sur une imagerie, donc vous voyez ici la radiographie standard avec la racine. Donc vous avez ici L3, L4, L5. Vous voyez que la racine qui passe en L3, L4 devant le disque et qui sort sous le pédicule de L4, c'est comme ça qu'on lui donne le nom de la racine L4. On donne le nom de la racine par le pédicule sous lequel la racine sort. Hein, ça vous explique pourquoi ça s'appelle la racine L5. Sur une image sagittale en IRM, vous voyez la hernie et l'étage, hein, mais vous ne pouvez pas vraiment voir de quel côté ça se passe. Sur une coupe axiale, eh bien, vous voyez ici le disque et la hernie discale qui va venir au contact de la racine, qui va venir la comprimer. Elle est refoulée par la hernie, elle est probablement ici, vous voyez, et alors que de l'autre côté, la racine est libre. Et ça vous explique pourquoi eh bien, il va y avoir une douleur. Si par exemple, imaginons que nous soyons à ce niveau-là, eh bien, la compression de cette racine, c'est la racine qui va sortir sous le pédicule, hein, puisque c'est à ce niveau-là, eh bien, vous avez une compression de la racine L4 dans ces cas-là, si vous êtes en L3, L4. En revanche, vous imaginez ici la racine L3, hein, voilà. Eh bien, si ici, la hernie n'était pas là, mais elle était là, ce qu'on appelle une hernie foraminale, eh bien, dans ces cas-là, ce serait la racine L3 qui serait comprimée à ce niveau-là, la racine qui sort sous ce pédicule-là et qui arrive ensuite en latéral ici. Hein, OK? Bon, alors, donc bien connaître tout ça et bien connaître les signes de gravité. La sciatique hyperalgique, c'est la sciatique, les gens ne dorment plus la nuit alors qu'ils sont sous morphine. J'en ai eu une encore il y a un mois d'un patient de 50 ans avec exactement ça, la sciatique. J'avais beau lui monter la morphine, même à plus que 30 mg x 2, et malgré ça, il était tordu de douleur, y compris la nuit, il n'en dormait plus. C'est ça la sciatique hyperalgique. C'est pas la sciatique qui a mal et puis qui va mieux quand même quand on lui donne un peu d'antalgique. Le syndrome de la queue de cheval, évidemment, et la sciatique paralysante, ces deux-là sont des indications, queue de cheval et paralysante, qui est hyper urgente, hein, on opère dans les 48 heures, on va dire. La sciatique hyperalgique, ça peut être un petit peu à distance. Pour se rendre compte que c'est résistant à la morphine, voilà, on peut être à une semaine. Hein. Ça, c'est hyper urgent. Déficit moteur coté à 3 ou moins, hein, c'était la question tout à l'heure. Donc voilà, à partir du testing. Donc si vous êtes avec une contraction qui ne permet pas le mouvement contre la résistance, donc vous êtes au-delà, et dans ces cas-là, c'est un déficit moteur. OK? Bon, il y a la lombosciatique par canal lombaire étroit hein, qui existe aussi, qui va donner une radiculalgie de la même façon, mais là, pour le coup, le terrain, c'est plutôt après 60 ans, parce que en fait, c'est souvent lié à de l'arthrose par des articulations interapophysaires postérieures. C'est une apparition progressive avec un horaire plutôt mécanique, évidemment, mais c'est surtout la claudication. On va y revenir juste un petit peu après. Donc, vous voyez ici un canal lombaire rétréci et vous voyez l'aspect qu'on appelle en trèfle, où il n'y a plus du tout de graisse dans le canal à cause de l'arthrose volumineuse au niveau des articulaires postérieurs, mais également par protrusion discale. Donc, les deux, à la fois la compression par l'avant et par l'arrière, va faire que les racines là, qui sortent peuvent être extrêmement gênées et provoquer la claudication radiculaire. Un petit rappel sur qu'est-ce que c'est que la claudication. Il y a plusieurs types de claudication. La claudication radiculaire, vasculaire et médulaire. Là, je ne vous fais pas tout le rappel, mais c'est à bien connaître, hein, bien comprendre. La claudication radiculaire, c'est une claudication qui est douloureuse après un certain périmètre. La claudication vasculaire, c'est la douleur à type de crampe qui oblige également à l'arrêt après une certaine distance. Mais là, vraiment, c'est extrêmement violent et abrupt, où vous ne pouvez plus du tout avancer, alors même que
la question qu'on pose, c'est vous êtes en train de traverser la rue, la douleur vous prend à ce moment-là, est-ce que vous pouvez quand même aller jusqu'à l'autre côté de la rue et traverser le passage clouté? Si c'est oui, c'est plutôt radiculaire. Si c'est non, je me ferai écraser par la voiture parce que de toute façon, je ne peux plus du tout avancer, c'est plutôt vasculaire. Et la claudication médulaire, ce n'est pas vraiment de la douleur, c'est plutôt de la faiblesse. OK? Alors, bon, ça, on n'a pas vraiment le temps de le détailler, mais retenez que autant on fait parce qu'on n'a pas parlé des infiltrations, autant on peut faire des infiltrations au niveau lombaire, autant au niveau cervical, c'est une contre-indication absolue. Bon, je ne m'étends pas plus loin par rapport au rachis parce qu'on a tellement de choses à couvrir, mais si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les envoyer par email. Alors, on passe maintenant au problème d'arthrose et d'arthrite. Donc, comme vous le savez, hein, ça je pense quand même que c'est un réflexe maintenant que vous avez, pour faire la différence entre une arthrose et une arthrite, c'est la ponction articulaire, avec le liquide qui va être soit d'aspect mécanique, soit d'aspect inflammatoire, donc mécanique ou inflammatoire, inférieur à 1000, supérieur à 2000. Vous voyez qu'entre les deux, mon cœur balance. Et l'aspect qui va également, qui peut éventuellement aider, mais vous retenez essentiellement le nombre d'éléments inférieur à 1000 ou supérieur à 2000. Okay, c'est ce qui va, voilà. Ensuite, si jamais vous êtes dans supérieur à 2000, vous pouvez avoir des éléments qui peuvent vous aider. Est-ce que il y a des microcristaux? Et dans ces cas-là, c'est une arthrite microcristalline, acide urique ou pyrophosphate de calcium. Ou bien est-ce qu'il y a des germes? Et dans ces cas-là, c'est une arthrite septique. Évidemment, l'urgence, c'est l'arthrite septique. PNN, ça veut dire polynucléaire neutrophile, altéré. PNN altéré, ça veut dire que quand vous regardez sous le microscope, ils ont une sale gueule. Ils sont un peu déformés, etc. Et ça, eh bien, c'est effectivement ce qu'on retrouve souvent dans les arthrites septiques. Si on nous propose une biochimie sur le liquide articulaire, eh bien, on ne coche pas parce que ça ne sert à rien. Avoir le taux de glucose dans le liquide n'a absolument aucun intérêt. Ce qu'on veut savoir, c'est le nombre d'éléments, c'est la présence de microcristaux et c'est la présence de germes. C'est tout, point barre. Évidemment, si c'est du sang, ça va donner un autre diagnostic qu'on appelle l'hémarthrose. OK? Alors, l'arthrose, la douleur mécanique, le liquide d'aspect mécanique, comme on a dit avant, les signes radiographiques classiques, le pincement, condensation, géode, ostéophyte. Là-dedans, ce qui est le plus spécifique de l'arthrose, si jamais s'il y a une question qui vous est posée, c'est l'ostéophyte. S'il y a un ostéophyte, il y a de l'arthrose. S'il n'y a pas d'ostéophyte, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'arthrose. Mais l'ostéophyte est pathognomonique de l'arthrose. Donc, vous retenez ça, OK? Essentiellement. La condensation également est un signe très en faveur d'arthrose. Hein. En revanche, le pincement, à lui seul, n'est pas spécifique de l'arthrose, si c'est localisé un peu plus, et la géode n'est pas non plus spécifique de l'arthrose, mais ça fait partie des signes, d'accord? Pourquoi est-ce qu'on voit hémarthrose avec chondrocalcinose dans le tableau précédent? Eh bien, parce qu'effectivement, parfois, une poussée de chondrocalcinose se manifeste par une hémarthrose. Voilà. Et donc, quand on a une hémarthrose, sans traumatisme précis qui l'a provoqué, hein, évidemment, hein, si vous avez un accident de voiture et puis que le genou il est hyper gonflé, bah oui, ça va être une hémarthrose. Hein. En revanche, il n'y a pas eu de traumatisme, vous tombez sur une hémarthrose, eh bien oui, c'est un réflexe d'aller rechercher les microcristaux de pyrophosphate de calcium. Est-ce que ça donne un genou chaud et rouge, une poussée d'arthrose? Rarement, rarement. D'ailleurs, même une poussée de polyarthrite, hein, c'est une poussée de polyarthrite rhumatoïde pour un genou, c'est rarement chaud. Voilà. Maintenant, ça peut, voilà, ça peut, ça peut. Est-ce que la condensation peut aussi être le signe d'une pathologie inflammatoire? Non. La condensation, c'est l'arthrose.
la déminéralisation, c'est plutôt l'arthrite. D'accord? Et puis voilà, pour le traitement, on y viendra après. Alors, savoir reconnaître l'arthrose destructrice rapide, c'est le plus souvent à la hanche, c'est environ 5% des arthroses de hanche. Ça va tellement vite que l'ostéophyte n'a même pas le temps de se mettre en place. L'ostéophyte, il lui faut quand même un peu de temps. En général, il lui faut 1 an, 2 ans, 3 ans pour pouvoir apparaître. Une arthrose très précoce. Mais à la hanche, parfois, il y a des arthroses qui se dégradent extrêmement vite. Quand je dis extrêmement vite, c'est en 6 mois à 1 an, avec un pincement qui apparaît, qui perd de sa hauteur, l'interligne perd de sa hauteur de plus de 50% en 1 an. C'est très rapide. Une arthrose de hanche, c'est souvent sur 10 ans, ou de genou, c'est 10 à 20 ans que ça s'installe, une arthrose, jusqu'au moment où il faut aller opérer, quand ça va jusqu'à l'opération. Une arthrose destructrice rapide, c'est qu'en 1 an, il y a eu plus de 50% de l'interligne qui a disparu. Et dans ces cas-là, on peut très bien ne pas avoir d'ostéophyte. Alors, quelles sont les localisations les plus fréquentes? En 1, le genou. En 2, ex aequo, la hanche et les mains. Et puis, moins fréquemment, l'épaule, même si ce n'est pas du tout exceptionnel. Le traitement de la gonarthrose, c'est maintenant, les recommandations mettent de plus en plus les anti-inflammatoires non stéroïdiens en première intention. En balance bénéfice-risque, c'est ce qui est le plus efficace. Mais bien souvent, il y a dans cette population-là des comorbidités qui vont donner une contre-indication à la prescription d'anti-inflammatoires. Donc, en théorie, les anti-inflammatoires, c'est le plus efficace. En pratique, il peut y avoir pas mal de cas, pas mal de situations où finalement on n'arrive pas à les prescrire parce qu'il va y avoir une comorbidité. On y revient un peu plus loin dans le topo. Le tramadol, donc le paracétamol, il y a encore pas mal de recommandations qui mettent ça en première intention. Pourquoi? Parce que c'est bien toléré, mais malheureusement, ce qu'on appelle l'effect size, l'effet taille, c'est-à-dire en gros la force de l'efficacité est très faible. Donc, on va dire que ce n'est pas du tout une erreur de le prescrire en première intention, mais il ne faudra pas être surpris si ça ne marche pas. Le tramadol, c'est la deuxième intention. Les opioïdes, alors peut-être les opioïdes qu'on dit faibles d'ailleurs, qui est probablement une mauvaise, c'est plus tellement vrai, on dit plus tellement les opioïdes faibles et forts, même si vous le retrouvez encore parfois dans certains cours. On va dire, par exemple, les phénylcodéine, en gros, l'association de petites doses de codéine avec un peu de paracétamol, ça se prescrit. C'est pas une erreur, c'est de la deuxième intention. Mais en revanche, donc, pas d'opioïdes forts, ça c'est certain, et pas de corticoïdes par voie orale. Le traitement de l'arthrose, c'est d'abord le non médicamenteux. On revient un petit peu à ce qu'on a dit pour le rachis. Le non médicamenteux, c'est l'éducation, c'est la perte de poids en particulier pour la gonarthrose que l'on retrouve souvent, et c'est l'activité physique. On l'a déjà dit pour le rachis, je le dis aussi pour le périphérique. Activité physique, kinésithérapie, donc la science du mouvement, tout ça, c'est positif pour l'arthrose. Enfin, l'appareillage, oui, c'est toujours discuté. C'est les orthèses, les semelles, donc les orthèses plantaires, peut-être positifs. Il y a des études positives, d'autres moins. Le chaussage, c'est très discuté. Donc, retenez surtout éducation, perte de poids, activité physique. Le reste, et la canne, effectivement, en décharge quand on a une poussée inflammatoire d'arthrose, qu'on appelait avant la poussée congestive, qu'on appelle maintenant plutôt la poussée inflammatoire, mais les deux sont justes. Poussée inflammatoire d'arthrose, que ce soit de hanche ou de genou, prendre une canne pour se décharger, pour éviter de porter trop de poids sur le côté en poussée, ça a du sens. Mais voilà. Mais donc voilà, retenez dans le traitement non médicamenteux et retenez surtout que le traitement non médicamenteux, c'est le traitement de première intention de l'arthrose. Si on vous dit, si vous ne deviez retenir qu'un seul traitement à l'arthrose, n'allez pas dire anti-inflammatoire.
si vous retenez qu'un seul traitement à l'arthrose, c'est le non médicamenteux. C'est hyper important de garder ça en tête. On a toujours le réflexe en médecine de dire traitement égale médicament. Alors pour l'arthrose, c'est vraiment le contre-exemple. Les traitements locaux, oui, les infiltrations de corticoïdes, c'est efficace, mais ce n'est efficace qu'à court terme, pour quelques semaines, en gros 3 à 6 semaines. Après, s'il n'y a plus de douleur après 6 semaines, ce n'est pas parce que le corticoïde continue à être efficace, c'est parce que vous avez passé la poussée. Et donc, on privilégie les corticoïdes au moment des poussées, puisque l'efficacité va être courte de quelques semaines. L'acide hyaluronique, ça a été déremboursé. Ça a été déremboursé parce qu'on a du mal à avoir une efficacité supérieure à un placebo. Il se trouve que le placebo en intra-articulaire est très efficace. C'est peut-être ce qu'il y a de plus efficace. Et du coup, montrer une efficacité d'un produit au-delà d'un effet placebo très fort, ce n'est pas facile. Ça explique pourquoi on a déremboursé l'acide hyaluronique parce qu'on n'arrive pas à montrer une efficacité cliniquement pertinente supérieure à un placebo, mais en revanche, il se trouve qu'en balance bénéfice-risque, c'est pas mal du tout, puisqu'il y a très peu de risques avec ce genre de produit, en dehors du fait qu'on fait une infiltration, donc il y a toujours un risque infectieux à chaque fois qu'on pique, qu'il y a parfois quelques poussées aiguës qui ressemblent un peu à des poussées microcristallines, mais sinon, c'est très bien accepté, très bien supporté. Donc, vous voyez la balance un petit peu entre les deux. Je dirais que ce qui est consensuel, c'est les infiltrations de corticoïdes, c'est accepté au niveau international, c'est remboursé par la sécurité sociale et ça a une efficacité à court terme. Les acides hyaluroniques, c'est plus discuté avec tout ce que je viens de vous dire là. D'accord ? Dans les questions, gonarthrose plus épanchement, corticoïdes localement en infiltration possible aussi, oui, surtout quand il y a un épanchement, parce que ça montre qu'a priori, il y a plutôt une poussée. Est-ce qu'on doit cocher acide hyaluronique si proposé ? Eh ben, bon courage. Voilà, bon courage après ce que je viens de vous dire là, parce que voilà. Moi, ça dépendra comment la question est tournée. Mais, mais moi, j'aurais plutôt tendance à dire que pour le concours, retenez ce qui est consensuel. Voilà. Pas de crénothérapie. La question est posée sur les cures thermales. Eh bien, les cures thermales, c'est un endroit où on fait de l'éducation et de la kinésithérapie. Donc, si c'est ça, la réponse est oui, on fait. Et moi, je choisis mes sites de cure thermale à partir du moment où ils font de l'éducation thérapeutique et ils font de la bonne kinésithérapie. Si en revanche, c'est dire que l'eau de tel endroit, elle est plus riche en tels sels minéraux et donc du coup, il va y avoir une efficacité supérieure par rapport à telle autre eau qui, elle n'a pas cet acide, ce sel minéral par rapport à l'autre, ou elle est plus ou moins magique par rapport à l'autre, la réponse est non. Ça, c'est du pipeau total. C'est pas la qualité de l'eau qui compte, c'est la qualité de la kinésithérapie et de l'éducation thérapeutique. Je vous rappelle que c'est pendant 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines-là, s'il y a de la bonne éducation avec de la bonne kinésithérapie tous les jours, pendant 3 semaines, je peux vous assurer, c'est démontré que dans les 6 mois qui suivent, il y a beaucoup moins de consommation de médicaments. Donc, pour moi, je considère que c'est utile à partir du moment où c'est ça. Dans les traitements, c'est quoi en première intention? Je crois que j'ai répondu. AINS, oui, première intention, c'est AINS paracétamol. Deuxième intention, c'est tramadol. Éventuellement, les opioïdes faibles, mais pas d'opioïdes forts. Quelle place pour les lavages articulaires? Aucune. Voilà, comme ça c'est clair. En médecine fondée sur les preuves, aucune preuve de l'efficacité, donc ça ne se fait plus. Sport, pour moi, c'est pas sport, pour moi, c'est activité physique. D'accord? Sport, ça veut dire qu'on recherche la performance. Activité physique, ça veut dire qu'on recherche la santé. Voilà, on continue. OK, si vous avez des questions sur arthrose, vous me les poserez en mail. Rhumatisme inflammatoire, ça va, je suis dans les temps. J'ai jusqu'à 10h45. J'ai jusqu'à quelle heure? Juste si on peut m'en mettre dans la petite boîte de discussion pour me dire. Mince, je vais trop vite là dans mes trucs. Alors attendez, j'ai 7 nouveaux messages, 10h45. OK, donc on a encore 1 heure.
Très bien. Rhumatisme inflammatoire. Alors, rhumatisme inflammatoire. Donc, on va parler de deux rhumatismes inflammatoires, la polyarthrite rhumatoïde et les spondyloarthrites. Donc, ça, c'est l'autre gros chapitre de la rhumatologie, évidemment, c'est l'inflammatoire avec la polyarthrite rhumatoïde et les spondyloarthrites. Bon. Donc, vous avez ici le tableau classique comparant les deux rhumatismes inflammatoires chroniques. C'est simple, vous allez retenir ça. La polyarthrite rhumatoïde, c'est une atteinte des articulations périphériques. La spondyloarthrite, les spondyloarthrites, comme son nom l'indique, spondyle veut dire atteinte de la colonne vertébrale, donc une atteinte axiale. D'accord? Après, si vous allez me dire, est-ce qu'au cours des spondyloarthrites, on peut avoir une atteinte périphérique? Je vais vous dire oui. Et vous allez me dire, est-ce qu'au cours de la polyarthrite rhumatoïde, il y a des atteintes axiales? Je vais vous dire oui. Donc, vous voyez que tout n'est pas simple dans ce monde médical. Pour autant, c'est quand même assez simple. La polyarthrite rhumatoïde, c'est essentiellement une atteinte des mains, des poignets et des pieds de façon bilatérale et symétrique, et donc touchant plutôt les petites et les moyennes articulations. Ça peut aussi toucher les genoux, ça peut aussi toucher les coudes, ça peut aussi toucher les hanches, et ça peut toucher aussi les épaules. Mais ça, vous voyez un peu dans l'ordre. Mais c'est facile, vous partez de la main, c'est les petites articulations en dehors des IPD, donc les IPP, les MCP, les poignets, et aux pieds, c'est les MTP. Voilà, les métatarsophalangiennes. Ensuite, vous remontez, oui, il peut y avoir une atteinte des chevilles, il peut y avoir une atteinte des genoux, il peut y avoir une atteinte des mains, des hanches et des épaules. Voilà. Au niveau du rachis, la seule atteinte, c'est le rachis cervical, qu'on voit de moins en moins parce qu'heureusement, on a des traitements de plus en plus efficaces. Et du coup, l'atteinte cervicale n'est qu'une atteinte tardive de la polyarthrite et quand on l'a laissé évoluer. Donc, on n'en voit quasiment plus. Voilà. Les spondyloarthrites, c'est l'inverse, c'est-à-dire en gros, c'est d'abord et avant tout une atteinte du rachis et du bassin. Vous voyez que je n'ai pas évoqué du tout les articulations sacroiliaques dans la polyarthrite. Donc, c'est une atteinte du rachis et du bassin. On voit ensuite, par ordre, plutôt les hanches, comme étant une atteinte possible des spondyloarthrites. Et puis après, beaucoup moins fréquemment, des atteintes d'autres articulations, sauf dans certaines spondyloarthrites qu'on va voir un peu plus loin, et en particulier dans le cas du rhumatisme psoriasique. Mais sinon, c'est vraiment cette atteinte axiale qui prédomine. D'accord? Et ça va se comprendre. Ça va se comprendre comment? Eh bien, parce que la polyarthrite, c'est une maladie de la synoviale, alors que la spondylarthrite, c'est une maladie de l'anthèse. Donc, une maladie de la synoviale. Donc, toute articulation qui a de la membrane synoviale va pouvoir être touchée par la polyarthrite. Exactement de la même façon, toute articulation qui est riche en anthèse, donc l'anthèse, c'est la petite partie qui est plus du tendon, mais qui n'est pas encore de l'os. C'est la partie du tendon qui rentre dans l'os. Cette petite partie qui n'est plus du tendon, mais qui n'est pas encore de l'os, s'appelle l'anthèse. Et c'est ça, c'est l'atteinte de la spondyloarthrite. OK? Alors, les questions. Est-ce que tout le carpe peut être touché dans la PR? Oui. L'atteinte de hanche fait partie de l'atteinte axiale ou périphérique dans la PR et la spondylarthrite. C'est une atteinte, c'est une très bonne question et je vous remercie de me l'avoir posée. Si vous avez quelle articulation peut être, quelle atteinte périphérique peut être touchée dans la spondylarthrite et qui a hanche, vous cochez oui. OK? Et voilà. D'accord? Mais pour moi, si vous voulez, ça fait partie quand même de l'atteinte du bassin, quoi. Et le bassin, on l'intègre dans l'atteinte axiale. Donc, bon, là, franchement, ça serait tordu s'il y a une question comme ça. Vous l'avez déjà eu, cette question-là, un piège pareil? J'espère que non, parce que sinon, celui qui l'a posé, c'est un tordu. Bon. Enfin, ceci dit, on trouve de tout, vous le savez comme moi. Alors, ensuite, donc voilà, c'est ce que je vous ai expliqué. La polyarthrite, c'est l'atteinte de la membrane synoviale et c'est ce qu'on va appeler le panus synovial, l'épaississement inflammatoire du tissu synovial, c'est le panus synovial. OK?
C'est ça, l'atteinte princeps de la polyarthrite. Vous voyez ici au niveau d'un poignet, un panus synovial absolument majeur. Vous voyez, normalement, on ne doit pas voir tout ce tissu synovial exubérant. Alors là, probablement, c'est autour d'un tendon, donc c'est probablement une ténosynovite, c'est un panus synovial sur un tendon. Il y a certains tendons, en particulier aux extrémités, aux mains, aux pieds, qui sont entourés d'une membrane synoviale. Et alors, vous imaginez, imaginez qu'il y ait ce panus-là autour de ce tendon-là. Ce tendon-là, il va être drôlement agressé par ce panus-là qui va libérer plein de médiateurs pro-dégradatifs et qui peut aller rompre le tendon. Pourquoi les IPD ne sont pas touchés? Bon, je ne sais pas qui est-ce qui a dit, ça me rappelle mes vacances en Sardaigne, mais là, c'est un peu vache. Pourquoi les IPD ne sont pas touchés dans la PR? Eh bien, personne ne sait. Personne ne sait. Et donc, voilà. Et donc, si personne ne sait, ben moi non plus. Voilà. Si vous savez, eh bien, il y a de la recherche dans le domaine. Il y a de la recherche. Il y en a beaucoup qui se posent des questions. Il y a eu un nature médecine là-dessus, qui a eu à un moment donné une idée géniale par rapport à ça. Bon, visiblement, ça ne s'est pas vraiment concrétisé. Mais enfin, voilà. Voici l'aspect en écho que l'on fait maintenant très souvent. Vous savez que l'échographie, c'est devenu le troisième bras du rhumatologue, comme le cardiologue avec son échographe. Maintenant, le futur interne en rhumatologie doit se former à l'échographie, ça fait partie de son cursus. Et en particulier pour cette raison-là, dans la polyarthrite rhumatoïde, eh bien, quand on voit une inflammation de ce type-là, et si on voit une petite érosion qu'on peut voir en échographie, eh bien, ça va tout de suite orienter le diagnostic. Donc, ça va beaucoup aider. Voici les érosions que l'on voit dans la polyarthrite, qui est vraiment un signe. Je vous ai dit tout à l'heure, l'ostéophyte, c'est le signe de l'arthrose. L'érosion, c'est le signe de la polyarthrite rhumatoïde. D'accord? Je ne vais pas aller dire que c'est pathognomonique, parce que vous allez toujours me sortir le fait, bah oui, mais dans l'arthrite septique aussi, on peut avoir des érosions. Voilà, c'est pas autant pathognomonique que l'ostéophyte dans l'arthrose. Pour autant, vous avez une personne qui vient vous voir, qui depuis 2 mois a des douleurs inflammatoires bilatérales symétriques des deuxième et troisième métacarpophalangiennes, donc aux deux mains, vous allez prescrire une radiographie, vous allez tomber sur ça, et bien alors là, je peux vous dire, vous avez signé votre diagnostic. C'est une polyarthrite rhumatoïde. Les cas compliqués, c'est quand après 1 an ou 6 mois de douleurs inflammatoires, comme je vous les ai décrites, et puis qu'on ne trouve pas d'érosion comme ça, là, effectivement, on va se poser des questions diagnostiques. Sinon, ça, voilà, avec ça, on est sûr d'avoir le diagnostic. Une localisation vraiment que vous allez rechercher, c'est le grand classique, c'est les érosions de la tête du 5e métatarsien, donc là au niveau du métatarse, l'érosion de la tête du 5e métatarsien peut être totalement asymptomatique, et pour autant tomber là-dessus et vous avez votre diagnostic. Une personne vient vous voir, femme 50 ans, atteinte bilatérale symétrique des 2 mains, 2e et 3e métacarpophalangienne. Vous demandez une radiographie des mains et des avant-pieds. Elle ne se plaint absolument pas des pieds. Vous allez demander une radio des avant-pieds. Et vous allez tomber là-dessus, pas d'érosion aux mains, une érosion, petite érosion sur la tête du 5e métatarsien, pas aussi belle que ça, une petite comme ça, eh bien c'est bon, vous avez votre diagnostic. D'accord? Est-ce qu'on fait facilement la différence entre une PR et un rhumatisme pso? Là, on est dans le domaine du spécialiste. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. La réponse est oui, on fait la différence. Non, ce n'est pas facile. Les éléments du diagnostic, donc ça, vous les avez et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous aurez la plaque comme ça qui vous permettra, mais ça revient un petit peu à ce que je viens de vous dire. La seule chose qu'il y a en plus sur cette plaque qu'il faut bien connaître, c'est l'immunologie, parce qu'effectivement, on a la chance d'avoir un marqueur de la polyarthrite rhumatoïde qu'on appelle les anticorps anti-CCP. Les anticorps anti-CCP, qu'on appelle aussi, c'est synonyme, les ACPA, et qu'on appelle les antipeptides citrulinés. C'est CCP, c'est pour ça. Anticorps antipeptides citrulinés, ça, c'est le marqueur de la polyarthrite rhumatoïde. C'est spécifique et c'est sensible. 90% de spécificité, 90% de sensibilité, c'est magique.
Il existe des polyarthrites rhumatoïdes qu'on dit séronégatives, c'est-à-dire qui n'ont pas d'anticorps anti-CCP. C'est rare, c'est 10% des cas, mais ça existe, des vrais de vrais. Le facteur rhumatoïde positif, ça se fait de moins en moins, ça a de moins en moins d'intérêt. Pour autant, par habitude, on continue à les rechercher, mais franchement, s'il n'y avait qu'une seule chose à cocher, c'est ça. Si c'est multiple et que vous pouvez en cocher plusieurs, vous cochez les deux. D'accord? Mais en tout cas, le plus spécifique, c'est celui-ci. Doit-on faire une EPS? Donc, j'imagine, c'est quoi une EPS? Une électrophorèse des protéines sériques, j'imagine. Au diagnostic de PR, pour le diagnostic, non. Est-ce qu'il y a une hypergammapathie polyclonale? La réponse est fréquente, et oui, fréquemment, comme dans toute pathologie dysimmunitaire. Toute pathologie dysimmunitaire peut s'accompagner d'une hypergamma-globulinémie polyclonale. Qu'entendez-vous par atteinte en bande dans la polyarthrite rhumatoïde? L'atteinte en bande dans la polyarthrite rhumatoïde, c'est le fait que sur les radios, vous voyez une déminéralisation des extrémités. On la voit un petit peu ici, vous voyez. Alors, elle est peut-être celle-ci. Non, elle n'est pas physiologique, elle est un peu trop importante. La déminéralisation en bande, c'est ça. Vous voyez, c'est les extrémités là qui sont déminéralisées. Quand vous regardez une radio des mains dans son entier, eh bien, ça fait comme une bande complète déminéralisée. Voilà, c'est ça la déminéralisation en bande. Et la déminéralisation, atteinte en rayon dans les spondylarthropathies, ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai jamais entendu ça. L'atteinte en rayon dans les spondylarthropathies, je ne sais pas. Séronégatif, c'est par rapport aux anti-CCP ou aussi au rapport aux facteurs rhumatoïdes, c'est les deux. Avant, quand on n'avait pas les anti-CCP, on parlait de polyarthrite séropositive ou séronégative en se fiant aux facteurs rhumatoïdes. Maintenant qu'on a les anti-CCP, eh bien, ça comprend également les anti-CCP. D'accord? Mais il suffit d'avoir les anti-CCP positifs pour dire qu'on a une polyarthrite séropositive. OK? Alors, voilà, facteur rhumatoïde positif, on a vu. Plus tardivement, les érosions. Plus tardivement, ce n'est pas toujours plus tardivement. Mais si on voit des érosions précoces, je vous ai dit, à 3 mois, on fait une radio, on voit déjà une petite érosion. Là, on va se dire, mince, on est face à une polyarthrite qui est hyper agressive. Et là, il va falloir vraiment agir très, très vite. Peut-on voir à l'échographie un pincement articulaire ou des érosions? Oui, on peut les voir et ça dépend des articulations, surtout les érosions. Le pincement, c'est un petit peu plus compliqué. L'échographie en première intention maintenant avec la radio, j'aurais tendance à dire oui, mais parce que vous allez la faire même au cabinet, ou même voilà, vous êtes dans votre cabinet, un petit peu comme le cardiologue, quoi. C'est tellement simple, vous prenez votre échographe, vous passez un petit dire, voilà, je vois une petite érosion, ou alors je vois vraiment une très très grosse inflammation, ou alors oui, tiens, j'ai un petit doute sur la 4e MCP, tiens, je ne sais pas très bien si là c'est une synovite ou pas, hop, un petit coup d'échographe dessus, puis vous le voyez tout de suite. En revanche, si c'est pour aller envoyer au radiologue, là non, là c'est la radio, vous demandez la radiographie des mains et des avant-pieds. Alors, bon, la physiopathe, je ne vais pas rentrer dans les détails. Simplement, sachez que c'est le résultat d'une interaction gène-environnement et que dans les facteurs d'environnement qui seraient favorisants pour la polyarthrite rhumatoïde, il y a le tabac et l'hygiène bucco-dentaire, parce qu'il y a certains germes bucco-dentaires qui ont été montrés comme associés à l'initiation ou une aggravation de la polyarthrite. Donc, facteurs d'environnement, tabac et dents. OK? Ça va favoriser un terrain qui, en cas de présence également, un terrain dysimmunitaire avec, comme je vous l'ai dit, surtout les anticorps anti-CCP, eh bien, va aboutir à de l'inflammation, d'abord infraclinique, puis après les premières douleurs, la première poussée de polyarthrite. Et à partir de là, eh bien, il va falloir traiter parce que sinon, au long terme, vous allez avoir des destructions articulaires et puis des comorbidités. La polyarthrite non contrôlée, ça augmente les complications cardiovasculaires. Les traitements également, en particulier les corticoïdes, peuvent y participer. Les lymphomes, parce que c'est aussi une complication de l'inflammation chronique. Les infections, parce que c'est aussi une complication des
des inflammations chroniques, pardon, un lymphome, inflammation chronique, infection, inflammation chronique et les traitements également qui augmentent les infections. On va y revenir. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'on contrôle très vite la polyarthrite pour éviter toutes ces complications-là. OK. Y a-t-il un intérêt à répéter le dosage des anticorps anti-CP si absent initialement au diagnostic? La réponse est oui. Si jamais c'est absent au diagnostic, on peut les refaire après 1 an ou 2 ans. En revanche, pour voir si ça s'est positivé. Vous allez me dire, ça serait intéressant, surtout si vous n'avez toujours pas le diagnostic au bout d'1 an ou 2 ans. Bon, ça peut parfois arriver s'il n'y a pas d'érosion, mais de toute façon, dans ces cas-là, vous n'êtes pas dans une forme très agressive. Mais bon, oui, il peut y avoir un intérêt à but de diagnostic. En revanche, si c'est positif, aucun intérêt de les refaire après. Serait-il possible de réduire et cibler les questions sur les points essentiels? La qualité du cours suffit pour être à avoir les points clés pour les ECN. Oui, mais je pense que quand je répète la question, bon, moi je veux bien, hein, si vous voulez, on peut continuer, mais dans ces cas-là, vous me poserez les questions un petit peu après. Mais moi, ce que je vous dis là, et quand je réponds aux questions, en fait, c'est parce que dans les questions, il y a les points principaux pour moi. Hein. Donc, voilà. Maintenant, je peux arrêter de… Voilà, tant qu'on est à l'heure. Moi, je pense qu'on est à l'heure, mais enfin, voilà. Polyarthrite rhumatoïde, donc ça, c'est ce que je vous ai dit. On a des critères par rapport à ça. On a maintenant les critères qui sont des critères de classification, mais que vous pouvez également intégrer dans votre apprentissage comme pouvant vous aider pour apprendre le cours, voilà, sur la polyarthrite rhumatoïde. Parce que vous voyez qu'en fait, ça va revenir un petit peu à ce que je vous ai dit. On va arriver à un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde en fonction de ces éléments-là. L'atteinte articulaire, surtout les petites articulations qui vous donnent le plus de points. Et puis, plus on va monter dans les articulations, ça va vous donner de moins en moins de points. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les sérologies, facteurs rhumatoïdes, ACPA, donc voilà. Vous voyez, on revient un petit peu à ce que je vous ai dit. Donc ça, c'est, même si le nombre de points n'est pas à prendre par cœur, hein, mais ça vous aide pour vous fixer les idées par rapport à comment on fait un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde. La durée des symptômes, moins de 6 semaines, on est dans l'atteinte aiguë, plus de 6 semaines, on est dans l'atteinte subaiguë ou chronique. La biologie, oui, il y a un syndrome inflammatoire non spécifique, ça vous donne très peu de points parce que c'est non spécifique, mais c'est bien souvent associé à la poussée de polyarthrite. D'accord? Donc, vous voyez ici là à gauche l'importance également des érosions. Hein. Articulation gonflée, s'il y a une érosion, hop, c'est de la polyarthrite rhumatoïde, c'est quasiment pathognomonique. Hein. En revanche, s'il n'y a pas d'érosion, c'est là où tous ces éléments-là vont beaucoup vous aider. Hein. Mais, le traitement, objectif rémission. Hein. Avant, on n'avait pas les traitements pour arriver à cet objectif, mais maintenant qu'on l'a, vous gardez en tête, l'objectif, c'est la rémission. Parce qu'avec la rémission, vous allez donc éviter les destructions articulaires et réduire les complications de la polyarthrite et en particulier la morbidité cardiovasculaire. Donc, comment est-ce qu'on atteint cette rémission? On atteint cette rémission avec l'objectif de ne plus avoir d'inflammation dans les articulations. Et là, on va y revenir sur comment est-ce qu'on fait. Et pour ça, donc, on va suivre un indice qu'on appelle le DAS28, Disease Activity Score sur 28 articulations. C'est pour ça que ça s'appelle DAS28, le score d'activité sur 28 articulations. Il faut absolument que vous reteniez l'élément suivant. Pour éviter la destruction des articulations, il faut éviter les poussées inflammatoires de la maladie. Inflammation aboutit à destruction. Vous prévenez l'inflammation, vous prévenez les destructions. Vous évitez l'inflammation, vous allez éviter les destructions articulaires. OK? Et ça, vous allez garder ça en tête. Pourquoi? Parce que dans le DAS 28, ce score d'activité, ça va vous allez regarder les inflammations articulaires, douloureuses ou gonflées, ça veut dire qu'il y a de l'inflammation,
Okay, vous allez demander au patient, pour vous, quelle est l'activité de votre polyarthrite de 0 à 10. Okay, et le patient, lui, ressent des symptômes qui sont liés à l'inflammation. Et enfin, vous allez regarder la CRP ou la vitesse de sédimentation, qui est un marqueur d'inflammation. Okay, votre objectif rémission, c'est sur ça que vous allez l'appuyer et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir éviter les destructions articulaires. OK? Donc ça, c'est hyper important. Et du coup, dans votre suivi, eh bien, les radios vont vous permettre de voir si vous êtes efficace ou pas. Évidemment, vous le voyez sur les symptômes. Hein, le patient, lui, ce qu'il veut, c'est avoir moins mal. Mais les radios, ça va vous permettre de montrer que vous n'avez pas fait, qu'il n'y a pas eu d'érosion liée à la polyarthrite. Hein. Voilà le DAS28, nombre d'articulations douloureuses, nombre d'articulations gonflées, l'échelle visuelle analogique sur l'activité globale ressentie par le patient, la vitesse de sédimentation ou la CRP. J'aimerais vraiment que vous reteniez ça, parce qu'avec ça, vous avez compris le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Et vous voyez que l'activité, c'est notre objectif, parce que derrière nous, on sait que grâce à ça, eh bien, il n'y aura pas de destruction articulaire. Le traitement, donc, c'est pas compliqué, le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, parce qu'il est extrêmement bien standardisé. Donc voilà, ça pour le coup, c'est facile. Bon, le traitement symptomatique, ok, ça fait plaisir au patient, il aura moins mal, et ben, tant mieux. Voilà. Mais en fait, je vous dis ça évidemment, hein, c'est primordial, hein, c'est un peu ironique. Mais vous, pour votre concours, ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que polyarthrite rhumatoïde égale traitement de fond. Voilà. Il n'y a pas de question à se poser. Une polyarthrite rhumatoïde, c'est un traitement de fond. Et le traitement de fond, c'est pour ça que je vous dis que c'est facile le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Et le traitement de fond, c'est le méthotrexate. Mince, excusez-moi. Voilà. Et donc, le traitement de fond, c'est le méthotrexate. Voilà. Donc, c'est pas compliqué. C'est le traitement de fond de première intention. Vous ne vous posez pas de questions. Alors après, si dans une question, on vous dit quels sont les traitements de fond de première intention possibles et que vous avez également le léflunomide ou Arava, bah, vous le cochez aussi. Bon, c'est une sorte de Canada Dry du méthotrexate qui peut éventuellement aussi se prescrire, mais bon, voilà, éventuellement peut-être aussi la salazopyrine. C'est des traitements conventionnels synthétiques que l'on peut utiliser, mais voilà, gardez méthotrexate. OK? Ensuite, si jamais le méthotrexate a été insuffisant ou inefficace complètement, alors vous allez rajouter une biothérapie. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. 1, méthotrexate. 2, si c'est insuffisant, on associe une biothérapie. OK, hein, donc ça, c'est vraiment la clé. Bon, et puis vous allez associer le traitement symptomatique, mais ce n'est pas le traitement symptomatique qui va vous éviter les érosions, hein, et donc du coup les destructions articulaires. Et tout ça, évidemment, en prenant en compte les comorbidités. Voilà, après, si vous voulez rentrer dans les détails, très bien. Mais vraiment, pour les ECN, mais gardez ça à l'esprit, et puis du coup, vous ne vous tromperez pas. Alors, il y a en plus de ça, je vous ai dit, c'est hyper standardisé. Hein, la Société française de rhumatologie a émis des recommandations qui sont à suivre. Les recommandations, voilà, parce que en fait, tout le monde est d'accord avec ça. Hein. Donc, le principe, c'est la rémission. Comment on atteint cette rémission? Par ce qu'on appelle le treat to target, le traitement à la cible. On ne lâche pas le patient tant qu'on n'a pas atteint la rémission. Alors, je vais mettre un petit bémol à ça. Si jamais on est face à une polyarthrite qui évolue déjà depuis 5 ans ou voire plus, et puis, bon, bah voilà, vous le voyez, le patient, il n'a pas consulté avant ou il a été mal pris en charge avant, et puis vous le voyez, ça fait déjà 5 ans que ça dure, vous aurez du mal à atteindre la rémission et on acceptera l'objectif activité faible, hein, c'est-à-dire un DAS28 qui soit un petit peu plus élevé que ce qu'on veut pour la rémission. Hein. Mais sinon, c'est la cible, que ce soit la rémission ou éventuellement l'activité faible, ce que vous allez rechercher, c'est ça. Et pour ça, c'est vraiment vous ne lâcherez pas le patient tant que vous n'aurez pas atteint votre objectif. C'est ça ce qu'on appelle le treat to target ou le tight control, le contrôle serré. Vous avez une PR active, vous allez donc choisir le traitement avec le patient, toujours une décision partagée. Votre cible principale, c'est la rémission.
avec les critères qui sont notés ici. Le CEDAI, c'est un autre qu'on peut également utiliser, qui est un petit peu plus simple. Bon, voilà, si vous voulez, ce qui est le plus classique, c'est le DAS 28. D'accord? Voilà, peu importe. Peu importe ce que vous allez prendre, ce que vous voulez, c'est la rémission. Peu importe le critère que vous prenez. Vous allez évaluer de façon serrée tous les mois. Éventuellement, vous éloignez un petit peu si vous voyez que ça commence à être efficace. Vous avez mis la personne en rémission. Eh bien, à ce moment-là, vous allez éloigner vos consultations. C'est bon, vous avez votre rémission, vous avez fait votre tree to target, et à ce moment-là, vous allez partir dans une évaluation tous les 6 mois. Vous avez gagné. OK? C'est votre objectif. En revanche, vous évaluez, ce n'est pas atteint, eh bien, vous allez modifier vos traitements. Vous allez, au bout de 3 mois, vous n'avez pas atteint votre cible. 3-4 mois, vous n'avez pas atteint votre cible. Eh bien, vous allez rajouter, vous allez augmenter votre dose de méthotrexate. Si ça ne suffit pas, vous allez augmenter vous allez rajouter une biothérapie, etc. Vous évaluez, vous modifiez, vous faites, voilà, jusqu'à ce que vous atteigniez la rémission ou la faible activité pour des polyarthrites qui sont plus anciennes. OK? Hein? Et après, vous continuez votre suivi tous les 6 mois. D'accord? Non, le CEDAI, c'est… Oui, je sais qu'il y a aussi quelque chose qui s'appelle comme ça pour le Crohn. Là, c'est spécifique pour la polyarthrite rhumatoïde. Clinical Disease Activity, je ne sais plus ce que c'est. Mais non, c'est le CEDAI de la polyarthrite rhumatoïde. OK? Alors, donc, vous avez fait votre diagnostic de polyarthrite rhumatoïde, méthotrexate. La posologie optimale, 15 à 30 mg par semaine. Donc, vous voyez qu'on peut monter jusqu'à 30 mg par semaine. Surtout, on y va progressivement parce que si vous êtes d'emblée à 20 mg par semaine, même 20 mg par semaine, il peut y avoir des nausées, pas bien tolérées, etc. Donc, en général, moi, ce que je fais, je donne 10 mg par semaine d'abord. Et puis, si tout s'est bien passé, au bout d'un mois, eh bien, on monte à 15 mg par semaine, qui va être le premier palier. Si ça ne suffit pas, on va pouvoir monter à 20-25 mg par semaine. Personnellement, je ne suis jamais monté jusqu'à 30, mais vous voyez, on peut même monter jusqu'à 30 mg par semaine, et ceci de façon progressive. Ensuite, eh bien, à ce méthotrexate, vous pouvez rajouter éventuellement une petite dose de corticoïdes, de moins en moins. Les dernières recommandations américaines qui sont sorties l'année dernière disent même que si on peut éviter, on évite les corticoïdes en première intention. Si vraiment la personne est trop douloureuse, trop inflammatoire et que vous voulez soulager la personne assez vite, dans ces cas-là, oui, mais il va falloir l'arrêter quand même assez vite, hein, parce que sinon, une fois qu'on introduit les corticoïdes, c'est difficile. Mais vous pouvez retenir pour les ECN, que oui, on peut prescrire des corticoïdes, mais dans ces cas-là, faible dose, inférieure ou égale à 10 mg par jour. Et pour une courte période, c'est-à-dire pas plus de 6 mois. OK? Voilà. Si vous avez une amélioration significative à 3 mois, vraiment, vous avez déjà, la personne a dit, ah ouais, franchement, je vais beaucoup mieux. J'ai encore quelques douleurs, vous voyez, j'ai encore quelques inflammations dans les articulations, mais franchement, ça n'a plus rien à voir, je suis plus réveillé la nuit, etc. C'est bon, continuez comme ça et on se revoit dans 3 mois. Donc, ça fait 6 mois. À 6 mois, il vous faut la rémission. Si à 6 mois, vous n'avez pas atteint la rémission, alors, dans ces cas-là, vous lui dites, écoutez, c'est mieux, OK, mais ce n'est pas encore parfait, on va essayer de faire mieux. D'accord? C'est ça, le tight control, et c'est ça, la rémission complète. S'il y a une contre-indication au méthotrexate, ça peut être une allergie, par exemple, qui est déjà connue, ou alors un problème hépatique qui fait que l'hépatologue, il n'est pas très chaud pour ça. Bon, dans ces cas-là, on tombe dans la seconde intention. Moi, je dis franchement, pour les ECN, retenez ça essentiellement, hein, et sachez qu'il en existe d'autres. Point barre. OK? Bon, alors maintenant, malheureusement, hein, par rapport à là, eh bien, vous n'avez pas eu l'amélioration à 6 mois, ni à 3 mois, ni à 6 mois. Eh bien, dans ces cas-là, il va falloir rajouter un traitement et vous allez rajouter une biothérapie. Cette biothérapie, c'est soit un anti-TNF, soit un anti-IL6, soit le CTLA4 qui s'appelle l'abatacept, soit non, c'est tout pour le moment, vous gardez ça. Anti-TNF, anti-IL6,
abatacept, d'accord? Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les biological disease modifying. Depuis quelques mois, il existe également des traitements ciblés qui ne sont pas des biothérapies, qu'on appelle les targeted synthétiques disease modifying. Les targeted synthétiques, c'est le méthotrexate, c'est un CS, conventional synthétique. Les JAK inhibiteurs, puisqu'il n'y a que cela dans cette classe-là, eh bien, c'est les targeted synthétiques disease modifying. Maintenant, ils peuvent être également prescrits après l'échec du méthotrexate ou en cas d'échec du méthotrexate. Donc, on rajoute une thérapie ciblée. Ça peut être une biothérapie, ça peut être un JAK inhibiteur. L'un ou l'autre, les deux sont possibles maintenant, depuis peu de temps. Mais maintenant, on peut. Okay, pour les ECN, oui, vous devez retenir ça. Okay, et puis pareil, on est dans le tight control, on est dans le treat to target. Ça va mieux, c'est parfait, ça ne l'est pas. Voilà. Et tant qu'on n'y est pas, eh ben, on va changer de traitement. L'anti-TNF, ça n'a pas été efficace. OK, on va essayer un autre, on va essayer un anti-IL6. Hein. D'accord? C'est comme ça qu'on fait. Cette voie-là est quasiment pas pratiquée. Alors, elle existe. C'est la trithérapie qui associe méthotrexate avec du plaquenil, avec de la salazopérine. Méthotrexate, salazopérine, plus ou moins, il n'y a pas le plaquenil hydroxychloroquine là-dedans, mais qui peut être également dans cette trithérapie ou bithérapie. Donc, on rajoute un autre, mais franchement, ça se fait quasiment pas. Hein. Donc, voilà, si jamais aux ECN est posée la question est-ce que ça fait partie des possibilités thérapeutiques, vous répondez oui, hein, le fait qu'on rajoute plusieurs conventionnels synthétiques d'IMARD, mais ça m'étonnerait franchement que ça soit posé ça hein, comme question. Je réponds rapidement à la question. Ils mettent anti-JAK en AMM en deuxième intention, mais ils disent qu'on doit le proposer en troisième ligne car problème de tolérance. Oui, vous pouvez vraiment le cocher en deuxième intention. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'AMM. Ils ont l'AMM en deuxième intention. Donc oui, vous pouvez, en cas d'échec du méthotrexate, vous pouvez le proposer. C'est les recommandations 2018 pour la polyarthrite rhumatoïde. Bon, la kiné, tout ça, oui, bon, bah ça, vous retenez ça, c'est comme d'habitude, mais je ne rentre pas dans les détails par rapport à ça. Il y a deux nouveaux messages. Rituximab, pardon, j'ai oublié d'en parler, merci de me le rappeler. Le rituximab, c'est après échec. Voilà, ici. Donc, le rituximab, c'est de la troisième, c'est après échec de ça. S'il y a échec de ça, alors rituximab. Sauf cas exceptionnel où il y a une contre-indication à une biothérapie ou à un JAK inhibiteur. Et dans ces cas-là, vous pouvez éventuellement proposer le rituximab dès l'échec du méthotrexate ou la mauvaise réponse au méthotrexate. Sinon, ça vient après. Hein. C'est comme ça que c'est marqué dans l'AMM. Donc, c'est hyper important. Pourquoi? C'est simplement parce que le rituximab peut donner des LEMP et ces infections de type LEMP sont gravissimes. C'est exceptionnel. Hein. Moi, personnellement, j'en ai jamais vu, mais ça suffit quand même pour que ça bascule dans une troisième intention. D'accord hein et toutes ces biothérapies demandent les mêmes examens pré-thérapeutiques que les anti-TNF. Oui, c'est la même chose, c'est les infections essentiellement. Les biothérapies ont tout en commun de faire baisser l'immunité par rapport aux infections. Et donc, du coup, on fait attention aux infections, on fait un bilan avant mise en route de ces biothérapies pour s'assurer qu'il n'y a pas d'infection qui pourrait apparaître. En ECN blanc, il ne cochait pas quantiféron pour le rituximab. Oui, bon, j'ai dit infection. Alors, effectivement, je suis d'accord que le rituximab n'a pas montré une augmentation du risque de la tuberculose. Donc, effectivement, pour la tuberculose, ça c'est un point un petit peu particulier. Pour la tuberculose, le rituximab ne fait pas partie des médicaments qui augmentent le risque de tuberculose. Donc, effectivement, du coup,
C'est la différence. Moi, je parlais des infections générales, ça c'est le point commun à toutes ces biothérapies. ALD, pardon, je regarde la question par rapport au… il faut radiographie quand même systématique en préthérapeutique du rituximab. Non, pas nécessairement, pas de radiothérapie. Enfin, c'est une question, j'espère que ce ne sera pas posé ce genre de truc, parce que avant toute mise en route de traitement, que ce soit le méthotrexate ou n'importe quel autre traitement, c'est bien d'avoir une radio de thorax de base. Voilà, ça vous servira d'un examen de base. Spécifiquement pour le rituximab, non, je ne vois pas très bien. Spondyloarthrite. Alors, spondyloarthrite, c'est le deuxième grand chapitre. Oui, c'est important, spondyloarthrite, de savoir qu'il n'y a pas que la spondylarthrite ankylosante dans les spondyloarthrites. Il y a les spondylarthrites indifférenciées. Bon, ça, vous laissez de côté, mais surtout, vous retenez, dans spondylarthrite ankylosante, on met dedans le rhumatisme psoriasique et des rhumatismes qui sont associés à la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Okay, donc ça, c'est les deux grandes pathologies qui, l'une est cutanée, l'autre est digestive, qui peuvent avoir comme point commun un rhumatisme qui va être de type spondyloarthrite, de type ankylosante, c'est-à-dire en gros une spondyloarthrite de type axial. Hein, mais avec, dans le rhumatisme psoriasique, comme dans les arthrites associées à la rectocolite hémorragique, une possibilité d'atteinte périphérique. Donc vous voyez qu'il y a tout un spectre de maladies qui vont rentrer dans la spondylarthrite ankylosante. Donc, je ne reviens pas sur la lésion princeps, je ne reviens pas sur ce que je vous ai expliqué sur l'atteinte axiale. Les atteintes extra-rhumatologiques, il faut retenir l'uvéite antérieure aiguë, donc la Mickey, on l'a vu, le psoriasis, rénalo-pulmonaire, ça c'est, vous regardez dans votre cours, mais je ne vais pas le détailler. L'anthèse, vous aurez le diaporama qui vous montrera ce que c'est que l'anthèse, c'est ce que je vous ai expliqué, et comment ça se manifeste les anthèses au niveau axial, lorsqu'elles sont inflammatoires ou lorsqu'elles sont œdémateuses, eh bien, ça se voit très bien en IRM sur les coins. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs même avant le signe de Romanus sur les radiographies standards, avec des condensations et même parfois des érosions des coins. Et sur l'IRM, ça se voit très bien, cette inflammation des coins, qui au bout du compte vont aller se calcifier et former ce qu'on appelle la colonne bambou, avec ici, vous voyez, cette calcification qui progressivement va englober toute la colonne pour aboutir à ces syndesmophytes. Vous voyez au début de ces syndesmophytes, ces calcifications très très fines de l'anthèse qui vont finir par se rejoindre et provoquer cet aspect bambou de la colonne. La sacroiliite, qui est évidemment le signe qui va nous aider beaucoup pour le diagnostic. On peut avoir des spondyloarthrites sans sacroiliite, mais une sacroiliite bilatérale, comme vous voyez ici, avec des condensations, érosions, élargissement de l'interligne. Vous voyez, si vous prenez cette articulation-là par rapport à ici, voilà, vous voyez une articulation qui est strictement normale, c'est parfaitement bien régulier. Vous voyez un petit peu ce U là qui est absolument parfait, alors que lorsqu'on est dans une sacroiliite, eh bien, on n'arrive plus à voir les articulations. L'IRM est l'examen qui va vous signer le diagnostic bien souvent. C'est d'une grande aide pour vous montrer l'inflammation des articulations sacroiliaques, le scanner des sacroiliaques vous aidant pour voir les érosions. Donc, vous retenez l'importance de l'IRM pour voir l'inflammation des sacroiliaques et l'importance du scanner pour voir les érosions. Il y a des critères de classification, je ne vous les répète pas, puisque ça, vraiment, vous les avez partout, qui vont vous aider pour classer un patient en sacroiliite, oui, non, simplement pour vous montrer la force du HLA-B27, qui est un élément génétique particulièrement fort que l'on retrouve en fonction du type de spondyloarthrite dans 60 à 80% des cas. On a des spondyloarthrites B27-, comme on avait tout à l'heure des polyarthrites rhumatoïdes anti-CCP-, ça existe, mais c'est pas non plus extrêmement fréquent, mais ça existe.
Bon, donc ça, c'est les critères de classification pour les spondyloarthrites lorsqu'elles sont plus périphériques. Et ça, vous les aurez dans le diaporama. Voici un orteil en saucisse que l'on retrouve dans toute spondyloarthrite, mais encore plus dans le rhumatisme psoriasique. Comment est-ce que l'on va évaluer l'activité de la spondylarthrite? Pour la polyarthrite rhumatoïde, c'était le DAS28. Pour la spondyloarthrite, on s'appuie beaucoup sur le BASDAI. C'est un auto-questionnaire que les patients donc remplissent eux-mêmes. Il y a 6 questions. Ils cochent, on fait une moyenne. Et avec cette moyenne, si on est en dessous de 4 sur 10, on va dire qu'on contrôle globalement bien la maladie. Si on est au-dessus de 4 sur 10, on va dire qu'on ne contrôle pas bien la maladie. On essaye aussi de faire du tight control, du treat to target. C'est un peu moins net quand même que pour la polyarthrite rhumatoïde, mais on le fait quand même. On a quand même cet objectif de treat to target, de traitement à la cible. Le traitement est aussi très bien standardisé. En gros, si vous avez donc une maladie active, un BASDAI supérieur à 4 sur 10, alors dans ces cas-là, vous prescrivez des anti-inflammatoires non stéroïdiens. En règle générale, c'est extrêmement sensible aux INF, c'est le traitement de première intention. D'ailleurs, ça peut même faire partie des critères diagnostiques. Si les anti-inflammatoires sont insuffisants, eh bien, dans ces cas-là, on va rajouter ou on va remplacer, cette fois-ci, par un biomédicament qui est en règle générale en première intention un anti-TNF, mais vous avez aussi la possibilité de prescrire maintenant, même en première intention, un anti-IL-17. Et là, c'est pareil, si vous n'avez pas atteint votre objectif du BASDAI en particulier, eh bien, vous allez changer de traitement, soit faire une rotation d'un anti-TNF, switcher pour un autre anti-TNF, soit un anti-IL-17. C'est une maladie qui touche tous les âges. Évidemment, c'est plutôt la personne jeune, mais on voit des spondylarthrites même qui commencent à 50 ans ou 60 ans, ça existe. Voilà, ça n'élimine pas le diagnostic parce qu'on a des signes qui sont à plus de 35 ou 40 ans. Quand c'est une atteinte périphérique, on va se rapprocher un petit peu plus de la polyarthrite rhumatoïde ou alors plus du rhumatisme psoriasique. Et on a des médicaments maintenant qui sont plus spécifiques pour le rhumatisme psoriasique. Vous voyez, on a plus de choix que la spondylarthrite sans psoriasis, ou du moins, quand on a la possibilité de poser un diagnostic de rhumatisme psoriasique, on élargit nos capacités thérapeutiques avec, en particulier maintenant, des anti-IL-23 ou des anti-IL-12, IL-23 comme l'ustekinumab. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que là, on rentre dans la spécialisation. Sachez simplement qu'il y a des médicaments, des biothérapies qui sont spécifiques maintenant du rhumatisme psoriasique et que l'on voit maintenant, qu'on va voir apparaître maintenant également les JAK inhibiteurs dans ces pathologies-là. Voilà, bon, pour les traitements, les biothérapies, donc ça, je vais vous laisser les voir parce que en plus, vous n'avez pas besoin de connaître énormément de détails pour l'internat par rapport à toutes ces biothérapies. Mais si vous avez des questions spécifiques, vous me les faites parvenir. Sachez que pour les vaccins, à partir du moment où un patient est sous une biothérapie, donc l'immunité est diminuée et donc du coup les vaccins vivants atténués sont contre-indiqués et en revanche il n'y a aucune contre-indication au vaccin Covid, quel qu'il soit d'ailleurs. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc on va simplement insister sur les contre-indications qui sont les associations aux anticoagulants, les associations, enfin les ulcères à l'estomac, gastrique ou duodénal, et en particulier quand il y a eu hémorragie digestive, les problèmes hépatiques, bon, ça, si vraiment on est au stade de l'insuffisance hépatique, et retenez surtout que les risques sont de 2 ordres principaux pour les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et ça, vraiment, vous gardez bien en tête. Le premier risque, c'est l'hémorragie digestive. Okay, donc, un INS, ça augmente le risque d'hémorragie digestive, d'autant plus
lorsqu'on a plus de 65 ans. Hein. Et donc, c'est aussi une question d'âge et une question de durée de traitement, même si ça peut survenir dès les premiers jours de traitement. Donc, c'est la raison pour laquelle on prescrit des inhibiteurs de la pompe à protons pour les patients que l'on met sous AINS. On dit classiquement que c'est lorsque l'âge est supérieur à 65 ans, mais franchement, dans la pratique, un patient qui a 50 ans et à qui on prescrit un AINS pour une pathologie rhumatismale chronique, hein, comme la polyarthrite rhumatoïde ou une spondylarthrite, on prescrit systématiquement un IPP même à cet âge-là. Que les risques d'hémorragie digestive sont d'autant plus importants qu'il y a une histoire, même 20 ans auparavant, d'un ulcère, d'autant plus s'il a déjà été hémorragique. Que deuxièmement, le grand risque des AINS, c'est l'infarctus du myocarde. Donc, un patient qui a déjà fait un infarctus du myocarde est une contre-indication aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Une angine de poitrine, un angor, franchement, on va également éviter. Une hypertension artérielle non stabilisée, il faut d'abord stabiliser l'hypertension artérielle avant de prescrire un AINS. Et l'insuffisance cardiaque est également une contre-indication aux AINS, puisque les AINS peuvent provoquer une insuffisance cardiaque. Hein. Donc tout ça, ce sont des éléments à prendre en risque. Et vous voyez que dans les patients à haut risque, hein, on voit beaucoup les traitements anticoagulants pour les facteurs de risque d'hémorragie digestive et les antécédents d'ulcères compliqués, c'est-à-dire en gros qu'il y a déjà eu soit une hémorragie digestive, soit une perforation. Vous aurez la dia pour ça. Bon, ça c'est à retenir uniquement la première phrase, dose la plus faible possible pour la durée la plus courte possible. OK. Bon, les corticoïdes locaux, ça je pense que c'est pas indispensable que vous ayez tous les détails par rapport à là-dessus. On fait attention au déséquilibre du diabète lorsqu'on fait une infiltration de corticoïdes. Alors, les arthropathies microcristallines. Donc maintenant, la goutte, chondrocalcinose et hydroxyapatite. Donc, vous avez le tableau qui vous met les différences entre la goutte, chondrocalcinose. Moi, je vais vous dire en 2 mots ce qu'il faut que vous reteniez. En gros, en 2 mots, la goutte commence par le gros orteil. Hein. Pratiquement toujours, vous retrouverez une histoire de douleur très violente du gros orteil, même si c'est une personne qui vient vous voir et qui vient vous voir pour une arthrite de cheville ou de genou, et puis vous allez finir par tomber sur le diagnostic de goutte. En général, il y a eu une histoire qui a touché le gros orteil. La chondrocalcinose, c'est plus souvent des gens plus âgés. Il existe des chondrocalcinoses chez des gens jeunes, il y a des formes chez des gens jeunes, mais en gros, retenez quand même que c'est plutôt chez des personnes plus âgées que les personnes qui vont faire leur première crise de goutte. Bon. Qu'il y a en règle générale dans la goutte une sorte de morphotype avec une personne plutôt bon vivant. C'est souvent des personnes qui ont un syndrome métabolique, hein, donc qui sont en surpoids et qui vont avoir un diabète, cholestérol, hypertension. Voilà. Donc il y a plutôt un terrain métabolique où on va voir apparaître cette crise de goutte, alors que dans la chondrocalcinose, il n'y a pas de raison de voir ce syndrome métabolique. D'accord, hein. Ensuite, vous avez cette arthrite, vous allez avoir 2 éléments qui vont énormément vous aider. Premièrement, c'est la ponction articulaire. Évidemment, on l'a déjà vu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des cristaux dedans? Et si oui, quel type de cristaux? Est-ce que c'est des cristaux d'urate ou est-ce que c'est des cristaux de pyrophosphate? Et ça vous donne le diagnostic. Si jamais vous n'avez pas la possibilité de faire cette ponction, je ne sais pas, par exemple, c'est une atteinte d'une articulation, d'une petite articulation, vous ne pouvez pas ponctionner. Dans ces cas-là, le dosage de l'acide urique va énormément vous aider, puisque l'uricémie ne peut pas être normale quand on a de la goutte. Sauf, et c'est là évidemment où il y a la petite parenthèse, quand on est en pleine poussée de crise de goutte, où là, l'uricémie peut ne pas être si élevée que ça, peut même être parfois normale. Bon, bah dans ces cas-là, il faut faire le dosage un petit peu à distance
et il n'y a pas de crise de goutte, il n'y a pas de goutte sans hyperuricémie, ça n'existe pas. Hein. Tout simplement parce que pour pouvoir avoir la cristallisation des cristaux, pour qu'il puisse y avoir les cristaux d'acide urique, il faut qu'il y ait une certaine concentration. Hein, donc, ce n'est pas possible autrement. Bon, ici, c'est simplement pour vous montrer le type de cristal à bout pointu quand c'est de l'acide urique, à bout carré quand c'est du pyrophosphate de calcium. Bon, le métabolisme, je passe. Les cristaux, ça c'est pour vous, c'est ce que je viens de vous dire sur la limite de solubilité qui explique pourquoi, eh bien, on n'a pas de crise de goutte si on n'est pas au-delà d'un certain seuil, d'une certaine concentration dans le sang de l'acide urique. Que l'inflammation microcristalline, c'est de l'inflammation extrêmement aiguë. Une poussée de gouttes ou de chondrocalcinose, c'est hyper aigu, ça monte très très vite, ça fait horriblement mal, c'est terrible, c'est hyper inflammatoire, vous ne dormez pas de la nuit, et en quelques jours, eh bien, ça va redescendre comme c'est monté. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec une poussée d'un autre rhumatisme inflammatoire, une polyarthrite ou autre. Oui, vous allez avoir des douleurs violentes qui peuvent vous réveiller la nuit, etc. Mais en revanche, eh bien, ça ne va pas s'arrêter brutalement. Ça va être très, très lent. Là, dans les poussées microcristallines, c'est hyper, hyper, hyper aigu. Et après, donc, il va y avoir une rechute. Mais entre les deux, il n'y a pas de douleur. Hein. Entre deux poussées, il n'y a pas de douleur. En règle générale, après, on a toujours des différences individuelles. Bon, donc, ça, je passe. Les recommandations pour le diagnostic, on les a vues. Hein, donc, c'est essentiellement la ponction articulaire pour la crise de goutte qui va vous donner le diagnostic. Et pour ce qui est des traitements, bon, eh bien, vous allez retenir que lorsqu'il y a une crise de goutte, on donne des anti-inflammatoires. En France, on donne beaucoup de colchicine. Je ne sais pas si c'est trop, mais en tout cas, les anglo-saxons, ils n'en donnent quasiment pas, ils donnent que des INS. Hein. Sinon, éventuellement de la colchicine. Hein, et en France, c'est souvent la colchicine qu'on donne pour la crise de goutte. Les anglo-saxons donnent également très souvent des corticoïdes, hein, une cure de corticoïdes pendant 5 jours. Bon, donc c'est faisable, il n'y a aucun problème. Pour les ECN, vraiment, vous retenez que c'est une possibilité. Et puis les injections intra-articulaires de corticoïdes, c'est bien pratique parfois, hein, parce que vous traitez localement. Voilà. Et puis ça, normalement, après quelques jours, eh bien, la poussée disparaît. Hein, 3 jours, 4 jours, une semaine, et puis voilà. Et vous allez attendre que cette poussée rentre bien dans l'ordre pour pouvoir commencer un traitement de fond de la goutte que l'on verra un tout petit peu plus loin. Pour ce qui est du régime, c'est le traitement non médicamenteux de la goutte. Et donc là, vous avez la liste de tout du régime qu'il faut suivre. Mais en tout cas, ça fait partie aux ECN de bien cocher le régime pauvre en purine. Et le traitement, et ça retenait aussi l'instauration du traitement de fond par un hypouricémiant dès la première crise avec un sujet jeune, moins de 40 ans, ou s'il y a une uricémie élevée, supérieure à 480 micromoles par litre, ou bien s'il y a des comorbidités, en particulier des complications, des problèmes cardiovasculaires ou rénaux. Et donc ça, c'est le traitement qui s'appuie essentiellement, et c'est ce que vous allez retenir, par l'allopurinol, en débutant progressivement. Mais ça, je pense que c'est pas, vous ne devez pas aller dans tous ces détails, mais vous retenez l'allopurinol comme le traitement de première intention, le traitement de fond de première intention de la goutte. Pour les infections, je vais passer, à moins que vous ayez des questions, parce qu'il n'y a vraiment rien de compliqué par rapport à ça, pour passer à l'ostéoporose sur les 10 dernières minutes. Pour vous rappeler simplement que l'os se remodèle continuellement et que l'ostéoporose, c'est un problème du remodelage osseux, soit parce qu'il ne se remodèle plus, soit parce qu'il se remodèle vite, mais pas dans le bon sens, c'est-à-dire avec trop de résorption par rapport à la formation. Voilà. Deuxième message que j'aimerais vous faire passer, que vous devez retenir, c'est que
la densité minérale osseuse évolue au cours de la vie avec un pic qui survient entre 20 et 30 ans. Hein, c'est le pic de masse osseuse. Et plus vous montrez ce pic de masse osseuse, vous voyez, c'est très bien représenté ici, plus imaginez que vous avez eu plein d'activités physiques dans votre enfance, vous avez bien eu votre alimentation en calcium, vous avez bien été exposé au soleil, voilà, tout va bien, vous allez avoir un pic très haut, et puis comme ça, quand vous serez à la ménopause à 50 ans, vous allez baisser assez rapidement à ce moment-là votre masse osseuse, mais si vous avez été très haut, eh bien, en baissant, vous allez tout le temps rester au-dessus du seuil. Voilà. En revanche, si c'est l'inverse, eh bien, vous allez atteindre un pic moins élevé et du coup, plus rapidement, vous allez passer sous ce seuil avec ce risque d'ostéoporose et donc de fracture vertébrale. Hein, donc ça, c'est un point à bien comprendre. Le pic de masse osseuse, c'est ce qu'il y a à atteindre. Et d'ailleurs, quand on va parler de la densité minérale osseuse avec le T-score par rapport au Z-score, le T-score, c'est une comparaison de votre densité minérale osseuse par rapport au pic de masse osseuse, le pic que vous avez à l'âge de 20 ans. Hein, donc, une population de cet âge-là. Donc, c'est pour ça qu'on s'appuie sur le T-score, parce que c'est ce qui compte. Il faut vraiment atteindre cette atteinte-là. Donc, le bilan clinique d'ostéoporose, vous l'aurez sur la plaque, je ne vous le rappelle pas. Le bilan biologique, pareil, hein, je ne vous le rappelle pas. Vous l'avez là. Et puis, l'imagerie, c'est d'abord et avant tout les radiographies standards, si jamais il y a un doute, une douleur brutale, rachidienne, c'est la radio standard, parce que vous pouvez très bien, uniquement sur la radio standard, faire le diagnostic de la fracture vertébrale bénigne, ça suffit. Et le diagnostic d'ostéoporose densitométrique se fait par absorptiométrie biphotonique à rayon X, la DEXA. Vous avez ici les indications selon la HAS de l'ostéodensitométrie qui ont été mises en 2011. Je vous la rappelle dans cette plaque, comme ça vous l'avez. Vous voyez comment c'est rendu, hein, et vous voyez que c'est le T-score qui compte sur un site, soit le rachis lombaire, soit le col fémoral, c'est-à-dire la différence par déviation standard par rapport au pic de masse osseuse et non pas le Z-score qui serait par rapport à une population du même âge. On se réfère à une population de l'âge de 20-30 ans. D'accord ? Alors, bon, le traitement, on le fait parce que y a un risque de fracture qui est lié à cette fragilité mise en évidence par la densité minérale osseuse. Et donc, le traitement, hein, ce que vous devez retenir, encore et une nouvelle fois, hein, c'est vraiment fondamental, vous retenez que le traitement, c'est d'abord et avant tout non pharmacologique. Encore une fois, hein, on l'a déjà dit, on le répète, je l'ai déjà dit pour l'arthrose, pour le rachis, et ben pour l'ostéoporose aussi. N'oubliez jamais ça, aux ECN, c'est un grand classique. Hein. N'oubliez pas les traitements non pharmacologiques. Hein. À chaque fois, beaucoup tombent dans le panneau. Quel est le traitement de ? Et on ne pense qu'aux médicaments. Voilà, non. L'ostéoporose, activité physique, plus. Okay, la diététique avec un régime qui soit bien riche en calcium, qu'il n'y ait pas de carence en vitamine D, qu'il y ait une bonne exposition au soleil, évidemment, avec toutes les recommandations qu'on donne également par rapport au risque cutané du soleil. Mais voilà, retenez bien ça. Et à ce moment-là, eh bien, vous avez rempli la case traitement non pharmacologique. La kiné, ça va avec l'activité physique, le renforcement musculaire, et tout ça va énormément aider par rapport à la prévention des chutes. Parce que ça aussi, c'est un oubli grand classique, traitement de l'ostéoporose, et on oublie la prévention des chutes. La prévention des chutes, surtout au-delà de 70 ou 80 ans, c'est sûrement beaucoup plus efficace que le traitement médicamenteux. Hein. Donc, si vous ne corrigez pas une cataracte alors que vous allez lui donner un bisphosphonate, vous avez maltraité votre patient. Hein. Donc, hyper important, le traitement non pharmacologique. Voilà. Deuxièmement, la prévention, ça passe également
par le fait que vous allez penser devant une fracture, vous allez dire « Ah, bah, s'il y a fracture, il y a peut-être ostéoporose ». Du coup, bon, c'était juste pour vous dire que, en fait, globalement, j'ai rien contre les orthopédistes. Ils sont là et ils ont bien raison. La personne, elle arrive, elle a son col du fémur qui est cassé. La seule chose à laquelle il va penser, c'est je vais réparer la fracture du col, et c'est ce qu'on lui demande. Voilà. Mais la deuxième étape, c'est de se dire ah ouais, mais si c'est fracturé le col ou elle s'est fracturé le col, c'est peut-être parce qu'il y a une ostéoporose derrière. Ce petit lien-là, il n'est jamais fait. Hein. On le remarque en pratique. Donc, la prévention, c'est au moment de la fracture. Fracture du poignet, c'est ce qu'on appelle la fracture sentinelle de l'ostéoporose. Une fracture du poignet égale rechercher une ostéoporose. Ça ne veut pas dire que nécessairement il y en aura une, mais il faut la rechercher. Okay, ça, il faut que vous reteniez ça. Les indications thérapeutiques, c'est ce que doit savoir un médecin généraliste. C'est en fonction du T-score, en fonction de l'existence de fractures sévères, de fractures non sévères. Donc ça, vous allez rechercher ça. C'est les indications du griot avec quand est-ce qu'il faut traiter, quand est-ce qu'il faut demander l'avis du spécialiste et quand est-ce qu'il ne faut pas traiter. Hein. Et pour ça, vous avez ce tableau-là. Si vous voulez plus de… Mais ça, c'est dans le COFER. Donc, vraiment, c'est ça que vous devez bien retenir parce que le spécialiste, lui, il va aller un petit peu plus loin. Il va aller un petit peu plus loin parce qu'il va aller faire le FRAX, qui est un questionnaire. Hein. Quand on se retrouve dans ces cases-là, avis du spécialiste, c'est là où, en fait, il va faire le questionnaire. Et en fonction de ce questionnaire et de l'âge du patient, eh bien, vous voyez, à gauche, le FRAX, le risque de fracture majeure à 10 ans, c'est le FRAX, et en bas, l'âge du patient, eh bien, il va y avoir un seuil d'intervention qui va dire oui ou non, il y a traitement. Pour vous, ça, c'est trop de la spécialisation, mais sachez que c'est lorsque on est dans l'avis du spécialiste que du coup, le spécialiste va faire ça et va évaluer le seuil d'intervention thérapeutique pour donner ou pas un traitement. Et quel traitement il va donner? Eh bien, il va s'appuyer sur ce tableau-là qui s'appuie sur la médecine fondée sur les preuves. Quels sont les traitements qui ont démontré leur efficacité ou pas? Et vous, eh bien, vous allez retenir le milieu qui est tout ce qui est en vert. Eh bien, vous voyez, ça marche à tous les coups pour tout. C'est ce qu'on appelle les bisphosphonates. Voilà. Les autres, vous n'êtes pas obligé de les retenir, c'est du domaine du spécialiste. Vous, si déjà vous avez bien retenu les bisphosphonates, eh bien, vous aurez tout bon. D'accord? Donc, le traitement à savoir, c'est la supplémentation vitamino-calcique quand il y a un déficit en vitamine D, éventuellement plus ou moins en calcium, mais c'est surtout la vitamine D, et les bisphosphonates que vous devez absolument bien connaître comme étant le traitement médicamenteux de l'ostéoporose quand il y a indication. Quand il y a indication. Et pour ça, il y a le tableau du griot de 2018 que je vous ai montré. Voilà, il y a quelques particularités pour la prise de ces bisphosphonates. En particulier des risques d'œsophagite. Donc, c'est pour ça que ça doit se prendre à jeun, 30 minutes avant le petit déjeuner, et le risque d'ostéonécrose de la mâchoire, qui est un risque très, très faible, mais qui justifie quand même le fait de faire des soins dentaires avant la mise en route du traitement. Vous aurez le tableau qui permet de comparer un tassement vertébral ostéoporotique d'un tassement vertébral malin ou infectieux. C'est à savoir, ça aussi, parce que c'est quelque chose d'assez classique entre ce qui est bénin et ce qui est malin. Je vous ai mis également une plaque par rapport à l'hypercalcémie et ça vous donne comme ça la formule de la calcémie corrigée. Bon, ça, à mon avis, c'est moins utile. Ce qui est ostéonécrose, s'il y avait juste une chose à retenir pour l'ostéonécrose, c'est c'est le tiroir des pathologies. Donc, je vous l'ai mise également, comme ça vous permettra de le réviser. Et puis, pour ce qui est de la maladie de Horton, s'il y a juste un point à retenir, c'est le fait qu'il n'y a pas de maladie de Horton ou de PPR sans syndrome inflammatoire, ou alors c'est vraiment extrêmement exceptionnel. 2, il peut y avoir une atteinte vasculaire des vaisseaux
pas uniquement céphaliques, mais également extracéphaliques, comme par exemple au niveau de l'aorte. Donc, ça veut dire qu'il faut bien rechercher également ces atteintes vasculaires à ce niveau-là, et que le pronostic, c'est surtout l'amorose, donc la perte de la vision brutale, qui peut survenir sans aucun prodrome. Et deuxièmement, on est parti sur au moins 18 mois de traitement, et du coup, bien prévenir, quand on peut, toutes les complications possibles des corticoïdes, et ça, vous devez absolument bien les connaître. Le traitement étant la corticothérapie, que ce soit pour le Orton ou la PPR. Du domaine du spécialiste maintenant, on a les anti-IL-6 pour la maladie de Horton en cas d'échec des corticoïdes ou de trop grosse dépendance à ce traitement. Et je vous remercie. Et il est 46, j'ai une petite minute